Cette histoire commence par notre protagoniste nous dire qu'il n'a plus l'intention d'aller à aucune école ou aucun autre endroit d'apprentissage. Cependant, il ne semble pas que les choses se passeront comme prévu pour lui. Il dirigeait vers un endroit en soupirant, affichant son mécontentement. Son serviteur attire son attention, l'appelant Lee-Han et l'informant qu'ils sont presque là. Puis, il est révélé que l'endroit où il se dirige est la grande école de magie du Rover Ain à l'Empire. Al Rolong, son serviteur, se fait émotionner en réalisant qu'il est utile pour son jeune maître malgré son vieux chevalier. Al Rolong semble content de ce qui se passe, mais Lee-Han ne semble pas du tout satisfait. Lee-Han est insatisfait de voir que malheureusement, il n'a pas pu se séparer de l'école, même dans une autre vie. Les souvenirs de son passé émergent, nous montrant ce qui s'est passé avant qu'il n'atteigne ce moment. Donc, nous revenons au moment de son diplôme. Son camarade de classe le félicite pour son diplôme et dit qu'ils sont enfin libérés de l'esclave comme vivent les élèves de vie et des enseignants de cette école. Nous montrons sa vie d'élève et comment ses enseignants ont aimé lui donner des activités parascolaires. Même le week-end, il donne des devoirs avec des délais courts d'une seule nuit, ce qui le force à rester debout toute la nuit à étudier. Son régime était terrible, il fallait manger la même nourriture pendant toute une semaine. Son camarade de classe dit qu'il est normal que les routines des élèves soient comme ça, mais que Lee-Han, plus que quiconque, est incroyable d'avoir enduré tout ça. Lee-Han répond ensuite disant qu'il vient de faire de son mieux compte tenu de sa position de blague. Son camarade de classe lui demande s'il ne voudrait pas répéter l'école puisque cela ne semble pas lui déranger. Lee-Han dit qu'il ne s'intéresse pas à l'apparence, que ce qu'il a fait n'avait rien de spécial et qu'il ne veut plus aller dans aucune autre école. Il dit qu'il veut vivre pour lui-même et ainsi il n'aura plus jamais à être dans un endroit comme l'école. Le point de vue se déplace vers ce qui semble être un chauffeur de camion. Ce conducteur semble désespéré parce que les freins ne fonctionnent pas. Il crie à quiconque devant s'écarte de sa route. Cependant, le protagoniste, qui était au milieu de la rue, n'a pas vu le camion venir et ne remarque que quand il est juste devant lui. En fin de compte, tout son effort et son dévouement à l'éducation n'ont servi à aucun but. Ses convictions restèrent intactes, même après sa mort. Il se réveille dans le corps d'un enfant, conservant les souvenirs de sa vie passée. Maintenant appelé Léon Wardamis, il est le troisième fils d'une famille de grands mages de l'Empire. Après avoir compris sa situation, il pleure de émotion. Il pense qu'il est enfin récompensé pour la vie difficile qu'il a vécue en étudiant et qu'il a maintenant la chance d'avoir enfin une vie calme et paisible. Cependant, il ne pouvait pas se tromper plus. Dans la maison Wardamis, il y a des règles, et la première est que le premier fils aura toujours tout. Quant aux autres fils, ils doivent trouver leur propre chemin sans les privilèges accordés par la famille. La scène passe à un champ d'entraînement avec un double utilisant 2 épées en bois. Là-bas, Aurora Long et Lee-Han pratiquent l'escrime car malgré tout, heureusement sa famille le soutient au moins à apprendre ce qu'il veut. Aurora demandait longtemps s'il ne veut pas en utiliser comme occasion de suivre le chemin d'un épateur. Lee-Han a répondu à son tour en déclarant qu'il sera un mage car c'est le chemin le plus stable de sa vie. Alralong semble gêné par la réponse, ce qui fait savoir Lee-Han si sa réponse était trop simple pour lui. Extrêmement ému, Aurora Long dit qu'il est touché par la grande sagesse de son jeune maître et choisissant de suivre cette voie. Son interprétation des mots du protagoniste est celle d'un noble avec énorme ambition, surprise et insure de comment réagir. Lee-Han pense à la façon dont nous avons des attentes trop élevées et qu'en vérité, ce qu'il veut est beaucoup plus simple qu'il ne semble parce que la vérité est que dans chaque segment de cette société, il y a des opportunités pour un mage puissant. Donc je considère que la meilleure école de magie de l'Empire est là où il aura le plus de possibilités. Revenu à l'heure actuelle, le protagoniste regarde l'école et se dit qu'il n'a qu'à la supporter pendant quelques années. Les souvenirs d'un homme apparaissent en lui disant qu'il réussira bien à l'école grâce à son talent loué par le patriarche. En parlant longtemps avec Olra, la main dit que malgré l'empêchement de l'apprendre de la magie quand il était enfant parce qu'il pensait que c'était dangereux, il est toujours reconnaissant à Olra longtemps et ils ont fait ses adieux, car à partir de ce moment, aucun serviteur ou mon ne peut continuer le voyage. Le protagoniste regarde vers le côté et remarque une voiture en avant, même si elle n'est pas autorisée. En regardant, il voit des étudiants, chevaliers et serviteurs accompagnant leurs nobles. Il y a plus de gens que prévu. Seuls les nobles étudiants de l'académie devraient y être. Lee-Han affirme encore qu'il doit partir seul, sans serviteur. À côté de lui, Lee-Han remarque quelqu'un très contrarié par la situation et demande même si tout va bien. Le garçon qui était assez nerveux car il ne peut dormir sans son serviteur à côté de lui. Surpris par les paroles nobles, il reste simplement silencieux. Mais le noble commence à expliquer que ses serviteurs sont presque comme ses membres les plus importants et sans eux, il est incapable de rien faire. Ne pas accepter ces règles et sachant que les esclaves sont acceptés à l'académie, le noble va affronter un mage à la porte. Lee-Han, curieux de savoir comment les choses se dérouleraient, regarda ce qui se passerait. Le résultat a été que le mage utilisait de la magie sur l'esprit des nobles pour le réprimander. Ils ont même surpris Lee-Han de réaliser que les mages de l'académie ne toléraient pas le manque de respect, même de la part des nobles. Puis la porte de l'académie s'ouvre et un étrange brume vert commence à émerger. Une étrange lumière verte brille de la porte et une voix leur dit que tout ce que je considère est une illusion. Lee-Han ressent une pression énorme venant de la porte. Il se demande si toute cette pression vient du directeur de l'école. Tout le monde autour de lui est paralysé, incapable de rien faire.
la personne mystérieuse dit qu'on leur avait tous avertis de venir seuls et sans rien, mais maintenant qu'ils ont tous désobéi aux règles, il lui-même les obligera à se conformer. De forts vents soufflent de la porte en emportant tout ce qui n'était pas accueilli, tandis que les nobles crient, alors que leurs affaires sont emportées. Tout le monde se tient immobile dans le choc, mais la personne mystérieuse les appelle des imbéciles et leur dit à tous de bouger. Il ordonne à tout le monde d'entrer et chacun passe par la porte. Un crâne vert dans le ciel est responsable de tout ce qui se passe. Puis il crie à tous les élèves de se précipiter à l'intérieur. Et ainsi commence le premier jour à Heimregar, la meilleure académie de magie de l'Empire. Alors qu'ils marchaient à travers l'académie, les nobles se plaignaient du fait que le directeur les appelait à la tête épaisse, marchant silencieusement. Lee Hand entend quelqu'un l'appeler par derrière, alors il regarda en arrière pour voir qui c'est. La personne qui l'a appelé était une fille noble nommée Yoner Makon. Et la raison pour laquelle elle a appelé était que le prince voulait lui parler sans montrer beaucoup de réaction. Le protagoniste regarde dans la direction dont il a pointé. Il voit un garçon joyeux, aux cheveux dorés avec une apparence amicale. Le prince regarde le protagoniste joyeusement. Pendant ce temps, Lee Han se demande si ce garçon devrait vraiment se qualifier de prince, même si l'empereur a beaucoup d'enfants à travers l'Empire. D'autant plus que l'empereur avait déclaré qu'il ne soutiendrait aucun autre enfant en plus de son premier-né. Et dans un endroit plein de nobles de familles différentes, la situation de quelqu'un de la famille impériale serait encore pire. Yonervan demande à Lee Han de les accompagner. Lee Han remarque que certains nobles se moquent du prince, mais il n'en tient pas compte et décide de suivre Yoner et le prince. Yoner sourit et le remercie. Elle mentionne qu'elle a été rejetée plusieurs fois avant qu'il ne l'accepte. En entendant cela, Lee Han commence à regretter le choix qu'il a fait. Genando est le nom de ce prince, soi-disant 97e. Ainsi, un trio d'amis se forme. Le temps passe et Gainando essaie de dire quelque chose à Lee Han lui-même, être une personne plutôt immature. Le prince se plaint à Lee Han de la personne qu'il a rejetée. Pour le consoler, Lee Han dit que les autres ne comprennent pas sa noblesse. Cependant, le prince imbécile ne comprend pas le protagoniste. Lee Han doit encore une fois louer Gainando qui se plaint à nouveau, mentionnant que la personne l'a rejeté et a parlé avec Ardnar. Puis voyez une fille entourée de gens la flatter. Voici Ardnar, la 44e princesse de la famille impériale. En vue la princesse, le protagoniste réalise que, contrairement à son frère, ici, la princesse éloge un air d'élégance et de nobilité. Ensuite, Ganando demande au protagoniste de battre le garçon qu'il a rejeté. Lehan refuse et dit que les nobles ne doivent pas faire de telles choses. À ce moment, Ganando demande au protagoniste ce qu'il doit faire. Le protagoniste répond qu'il devrait pardonner ou défier la personne en duel. Ganando décide alors de tout pardonner. Yoner, qui observa tout, loue Lee Han d'avoir réussi à calmer le prince, car même si elle est son parent, ce n'est pas facile de gérer son obstination. Lee Han, curieuse, demande pourquoi elle prend soin de lui même s'il cause tant de problèmes. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une étrange flamme verte commence à émerger du sol à nouveau. Le crâne apparaît devant eux, les appelant à tête épaisse. Un noble pointe contre lui et l'appelle Lynch. Les Lèches sont de puissants mages immortels, devenus morts-vivants. Cela étonne Lee Han, sachant qu'un Lich est le directeur d'une académie de magie impériale. Le directeur demande à tous pourquoi il les appelle à tête épaisse. Ardenar répond que c'est parce que les novices ont le fer comme symbole. Le directeur, satisfait de la réponse, accorde 10 points à son dortoir. Cependant, il avoue que c'est un mensonge, gênant Ardenar. Il explique que les novices ont un fer comme symbole, car parmi tous les métaux, il a des possibilités infinies d'utilisation. Les élèves sont impressionnés par les paroles du directeur, mais ils se moquent d'eux en disant qu'il mentait. Tout le monde est choqué par les farces du directeur. Lee Han note que personne ne peut répondre à ces moqueries. La densité de puissance magique dans la pièce empêche les élèves d'agir. Étrangement, le protagoniste s'habitue à cette densité, se demandant si le directeur a réduit la pression. Tandis que le directeur questionne ses actions, il remarque une personne réussissant à bouger en sa présence. Il semble que ce garçon soit plus spécial que les autres. Continuant les instructions, il ordonne à tous d'aller vers une porte. Les élèves obéissent et arrivent au réfectoire, où les tables sont couvertes de nourriture. Le directeur leur demande de se reposer et de manger. Tout le monde est impressionné par les repas. Il y a une grande variété d'aliments prêts à être consommés. Ganando est le premier à se servir. Quand les élèves sont prêts à manger, toute la nourriture disparaît à nouveau. Le directeur trompait les novices. Le directeur éclate en rire fort, amusé par l'innocence des novices. À ce moment, le protagoniste se demande si le directeur a perdu beaucoup quand il est devenu un liche. Les vêtements et la nourriture sont jetés sur les élèves par le directeur. Ne comprend rien. Les élèves sont surpris par tout cela. Avec ça, il distribue des uniformes et de la nourriture à tout le monde. Toutes ces réactions sont exactement ce que le directeur voulait voir. Pour atteindre le meilleur de tout, ils devront tout chercher à l'aide de la magie. Donc, la principale règle de l'académie est présentée.
Un des étudiants choisit de demander des fournitures à quelqu'un de l'extérieur, mais le directeur explique qu'aucun étudiant de première année n'est autorisé à quitter l'académie ni à demander à ses aînés d'apporter quoi que ce soit de l'extérieur. Avec tout expliqué, le crâne disparaît mystérieusement de la pièce avant de disparaître complètement. Il leur souhaite à tous de la chance et de devenir de grands mages. Après avoir assisté à tout cela, Lehan se rend compte que les enseignants de cette école ne seront pas différents de ceux qu'il avait dans sa vie passée. Il associe même son professeur de laboratoire à la même folie que le crâne. Émerveillé par la similitude, Lehan ne remarque pas que Guinando l'appelle. Guinando se plaint du traitement reçu par le liche, mais Lehan continue de l'ignorer. Ses vêtements et nourriture de mauvaise qualité ne plaisaient pas au prince de l'Empire. Quant à Lehan, qui ne prêtait même pas attention à Guinando, il conclut que cet endroit est en fait meilleur que prévu. Entendant la mademoiselle, Guinando pense à quel point la famille wardenaise est mystérieuse et étrange. Selon lui, il faut être très maltraité pour être satisfait de ce type de traitement de l'école. Sentant désolé pour le protagoniste, Guinando l'invite même à visiter chez lui un jour. Sans plus de conversation, les deux se dirigent vers les dortoirs d'Einruigar. Pour empêcher les nobles de se confronter, les dortoirs sont divisés en 4 parties selon leur statut. Vient d'abord la tour du Dragon Bleu pour les nobles de haut rang. C'est là que les protagonistes resteront. La tour du Phénix est ensuite la tour de Phénix pour ceux qui se sont voués à la flamme divine. C'est un lieu exclusif pour les membres religieux de l'Empire. Après cela, c'est la tour du Tigre Blanc. C'est là que résident les familles de chevaliers qui suivent le chemin d'un chevalier et d'un mage. Et enfin, il y a la tour des Tortues Noires, tout connaissantes. C'est le dortoir avec le groupe de personnes le plus diversifié, allant des esclaves aux nobles de bas rang. Pour cette raison, c'est le dortoir qui est le plus discriminatoire de la part des autres. Pour les nobles étudiants, ce dortoir n'a aucune valeur. Cependant, quelqu'un semble étrangement intéressé par eux. C'était Lehan, qui croyait qu'ils seraient d'excellents partenaires commerciaux. Il ne pouvait pas arrêter de penser à la grande opportunité commerciale qui viendrait de se faire amitié avec les gens de ce dortoir. Un noble crie son insatisfaction envers ces gens. Tout le monde regarde dans la direction du noble. Après avoir réussi à attirer l'attention de tout le monde, il demande arrogantement s'il a dit quelque chose de mal. Le protagoniste, qui ne veut pas perdre ses futurs partenaires commerciaux, intervient pour les défendre. Il dit au noble qu'il n'y a pas de différence de statut entre les étudiants là-bas et qu'il ne devrait pas agir si arrogant. Puisque le protagoniste vient de la famille de la garde, ses paroles ont du poids. Avec ça, le protagoniste se sent heureux de penser avoir gagné le respect de tout le monde. Mais les choses ne se passent pas comme il s'y attendait, et certaines personnes semblent terrifiées qu'il soit de la famille de la garde. Il y a plusieurs rumeurs sur la famille de la garde, dont celle-ci disant que le patriarche est un dragon. De telles réactions ne le surprennent même pas. Voyant que Yoner est à proximité, il profite de l'occasion pour demander si ces rumeurs correspondent à son apparence. Mais pour elle, Lehan semble assez digne. Ganando voit les deux parler de loin et se plaindre d'être laissés seuls. Alors que les deux se dirigent vers le prince, Lehan en profite pour demander à nouveau pourquoi elle soutient ce prince. Rapidement, elle répond que c'est à cause de sa mère. La scène se déplace vers un grand palais. Ce sont des souvenirs d'enfance de Yoner. Elle jouait avec une belle dame et a accidentellement renversé du vin sur sa robe. La femme tachée n'était autre que l'impératrice. Terrifiée, l'enfant était réconforté par l'impératrice qui lui dit que ce n'était qu'une petite erreur. Extrêmement émue, la fille regarde l'impératrice. Cependant, toute l'image est brisée car Yoner nous dit que tout c'était une illusion du protagoniste. Ce n'était rien d'autre que l'impératrice utilisant un pot de vin pour que son ami gagne et continue de gagner. Après avoir entendu cela, le protagoniste voit une occasion incroyable qui est de devenir ami du prince aussi. Marchant à travers l'académie, et le protagoniste réalise que l'académie est si grande qu'elle a même des lacs et des forêts à l'intérieur. Donc, il comprend que le lich disait la vérité, qu'ils devaient tout trouver eux-mêmes. Regardant de côté, il voit les élèves perdus sans savoir où aller. Demandant au propriétaire ce qui se passe, elle répond que le chemin vers leur dortoir devrait être juste devant. Confus par la situation, il s'approche pour en savoir plus. Le sol tremble, provoquant la panique générale. Une tour étrange émerge du sol. Incrédules, les élèves se demandent ce qu'est cette tour. La tour semble petite pour tout le monde là-bas, rendant même les empreintes inconfortables. Tandis que Lehan est curieux, le prince se plaint. En entrant dans la tour, quelque chose d'inattendu se produit. Évaporé, le protagoniste reste seul dans l'obscurité. Ne comprenant pas ce qui se passe, le protagoniste cherche tous ceux qui se trouvaient autour de lui. Une voix mystérieuse le salue, demandant où il voudrait aller. Observant tout l'espace autour de lui, il réalise que tout y a de la magie. Après avoir compris sa situation, il demande quelles sont ses options. La voix mystérieuse le loue pour avoir compris les choses si vite qu'elle commence à expliquer qu'il ne peut choisir qu'entre sa chambre et la salle des étudiants de première année pour l'instant. Ayant entendu cela, il demande s'il y aura d'autres options à l'avenir. Il est expliqué que davantage de lieux seront déverrouillés lorsqu'il découvre leur nom, mais pour l'instant, il est restreint par le directeur lui-même. Avec seulement 2 choix, il décide d'aller dans sa chambre. Une fois de plus, Lehan est accueilli et transporté dans sa chambre. Dans sa chambre, Lehan étudie Einrungar. Un sujet obligatoire, les autres facultatifs. En lisant, Lehan découvre le nom du directeur.
au Sugondoltis. Pour Li Han, cette académie est plus libre et agréable que son ancienne école. Sa chambre est confortable. Cependant, les autres étudiants ne partagent pas son avis. Satisfait, Li Han décide de voir quelle matière les autres choisissent. Dans la salle des étudiants de première année, Li Han et Yoner discutent. Yoner annonce qu'elle veut étudier l'alchimie. Elle explique à Li Han que son objectif est de devenir un grand fournisseur de produits pour le palais. Elle est excitée et suggère que le protagoniste lui rejoigne. Mais pour lui, il est trop difficile de se construire sur le marché, et ce n'est pas ce qu'il cherche. Voyant que Li Han ne semble pas intéressé, le propriétaire demande quels sujets il s'intéresse. Alors, et son esprit, tout ce qu'il veut, c'est quelque chose de facile et avec peu de compétition. Il désire simplement devenir un simple fonctionnaire pour l'Empire. Cependant, il manque le courage de dire à un autre que son désir est quelque chose de si simple. Finalement, il donne juste des réponses vagues, mais leur conversation est interrompue par le prince désespéré, disant que sa chambre a été envahie. Les deux savent comment le prince ne prête pas beaucoup d'attention à ses paroles. Même quand il dit que ses affaires ont été volées, il est ignoré. Le jour passe et Li Han lit les bases de la magie. C'est le seul sujet d'étude obligatoire à l'académie. En fermant le livre qu'il lisait, il remarque quelque chose autour de lui. Tous les élèves semblaient épuisés par la pénurie de nourriture et l'inconfort de leur lit. Les nobles ont mal dormi. Lee Hollywood trouve la situation étrange car rien ne le dérange. Les souvenirs de sa vie de simple ouvrier le hantent sans répit. Il a même dû déjeuner avec des barres de céréales. Même son collègue n'avait pas d'autre option. Son collègue promettait même une fête à la fin. Finalement, Raymond avait dîné après une longue journée de travail, n'ayant consommé qu'une barre de céréales. Se souvenant de son passé, le protagoniste se sent heureux de sa situation actuelle. Les élèves affirment avoir atteint la classe. Ils ouvrent la porte, contrariés sans regarder devant eux. En levant les yeux, ils sont surpris par ce qu'ils voient. Un élève tombe en arrière de choc. L'autre demande si c'est vraiment une classe. À l'intérieur, un troll bleu les attendait déjà. Dans ce monde, les trolls ne sont que des monstres sauvages. Juste devant eux se tenait un troll portant des vêtements ordinaires. Le troll leur dit de se dépêcher, alors tout le monde prend place. Elle se présente, disant qu'elle est une demi-troll nommée Garcia Kim. Pour calmer les étudiants, elle dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, car elle ne rencontre pas des humains. Puis, elle commence à se lécher les lèvres. Son expression devient celle d'un prédateur, disant qu'elle ne ferait rien tant que son estomac est plein. Ces paroles font peur à tout le monde, choquant même le prince. Garcia Kim regrette rapidement la blague qu'elle a faite. En passant à la leçon, Garcia explique que la plupart des sorts ne seront pas utilisés parce qu'ils sont trop dangereux. Mais malgré cela, elle enseignera le principe de la magie afin que chacun puisse trouver ses propres chemins en tant que mage, devenant ainsi une boussole pour les guider dans leur voyage. Ils sont soulagés qu'elle ne soit pas comme le directeur qu'ils avaient à rencontrer. Sa première question est « Qu'est-ce qu'un mage ou une magie ?» Ardnar répond que devenir un mage façonne le monde à sa volonté. Garcia loue sa réponse, ajoutant qu'il y a plus à cela. Un mage doit sentir et manipuler la manière environnante, mais cela seul ne suffit pas. La capacité de rassembler et combiner le pouvoir magique est aussi nécessaire. Pour créer des sorts et des régions, une forte volonté est essentielle. Elle insiste pour que tout le monde comprenne. L'enseignant demande à tous d'essayer de rassembler du pouvoir magique dans leurs baguettes. Les étudiants commencent à pratiquer. Garcia demande à chacun d'imaginer une figure lumineuse et de canaliser la magie. Le propriétaire peine mais continue. Pour elle, c'est comme contrôler un cheval sauvage. Poursuivant les enseignements, le professeur demande à tout le monde de répéter le même incantement. Elle dirait qu'une lumière brillante apparaît. Alors qu'elle appelle la lumière devient plus forte, illuminant toute la pièce avec sa lumière. Enfin, l'enseignant dit que peu importe quel incantement ils utilisent, tant qu'il est court et les aide à maintenir la concentration. Après avoir combiné les 3 principes de base donnés par l'enseignant, le protagoniste comprend ce qu'il faut faire. Se déplaçant pour pratiquer celui qui n'avait qu'une petite quantité de pouvoir magique rassemblé dans sa baguette pour façonner une lumière brillante, comme l'a montré le professeur. Cependant, vous savez que les choses semblent se passer bien. Cela semble toujours avoir mal passé. Les autres élèves semblent également avoir du mal à contrôler leur pouvoir magique. Le doyen Ando devient même effrayé alors que son pouvoir magique se déplace contre sa volonté. Son pouvoir magique semble l'attaquer, mais rapidement son professeur lance un sort pour le protéger. Elle crée des ailes d'ange sur son dos pour le protéger. Elle les rassure, promettant de les protéger en cas d'échec et d'accident. Elle les encourage à continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de pouvoir magique dans leur corps. À la deuxième tentative, un tiers des étudiants ont abandonné. Malgré son simple aspect, la magie que tout le monde pratique prend 1 mois à apprendre. Cependant, Garcia ne donne pas ces informations aux étudiants, croyant qu'ils devraient les découvrir seuls. Après 7 tentatives, la plupart ont déjà abandonné à l'exception de Li Han, qui semble toujours intéressé à apprendre, insiste pour continuer, même en étant le dernier avec un enthousiasme. En attendant la réponse de l'enseignant, il la regarde en cherchant son approbation.
En disant cela, l'enseignant se demande comment il a encore de l'énergie, même s'il est normal pour un novice avec de bonnes réserves de pouvoir, d'abandonner à la 5e tentative. Puis il nous est expliqué que l'origine des mages peut avoir différents noms selon chaque région ou croyance. Mais malgré des origines différentes, tous les mages peuvent rencontrer des problèmes de pouvoir insuffisants. Avec son talent, Garcia demande le nom de Li-Han. Après que Li-Han se présente sans utiliser son nom de famille, Garcia est satisfait de l'attitude du garçon et lui demande de venir vers elle si Li-Han devant elle. Garcia lui demande de lui donner la main. Li-Han obéit et tend sa main. Garcia ressent son pouvoir magique incroyable. Quelque chose de bizarre se passe. Elle se retrouve entourée d'eau. Elle regarde dans toutes les directions, essayant de voir quelque chose. Cependant, tout ce qu'elle voit est un énorme et vaste océan autour d'elle. Criant pour l'enseignant, Li-Han parvient à la ramener à la réalité. Il montre de l'inquiétude et demande si elle va bien. Garcia répond qu'elle va bien et lui demande de reprendre la leçon. Pendant qu'elle s'interroge sur ce qui s'est passé, nous voyons que Ganando croit que son professeur pourrait dévorer quelqu'un. Il en parle même à Yoner, qui, connaissant sa stupidité, lui dit de se taire. De retour à Garcia, elle demande à Li-Han de la rencontrer après les cours. Garcia explique qu'il est normal de manquer de magie au début, mais avec l'entraînement, ils gagneront en puissance et diminueront leur consommation d'énergie. Cependant, ils ne devraient pas pratiquer imprudemment. En concluant la leçon, elle insiste pour dire qu'elle ne mange pas les gens, et la première leçon se termine ainsi. Après les cours, Li-Han rencontre son professeur. Garcia commence à expliquer pourquoi elle l'a fait venir. La vérité était qu'elle avait déjà entendu parler de Li-Han du directeur. Li-Han est surpris d'apprendre qu'il a attiré l'attention du Lich, qu'il pensait être fou. Mais Garcia le rassure rapidement, lui dit de ne pas s'inquiéter parce que malgré ses apparences, le directeur est une personne gentille. La vérité est que le directeur observe attentivement tous les élèves sans qu'ils le savent. Avec les enseignants, le directeur discute de chaque nouveau étudiant entrant dans l'académie. Et dans son observation du protagoniste, le directeur mentionne que Li-Han possède une grande stupidité. Garcia se demande pourquoi Li-Han serait si stupide. Peut-être est-ce une manière de dire que quelqu'un qui semble stupide pourrait cacher une grande sagesse. Elle conclut que le directeur voulait dire que Li-Han a un grand potentiel. Avec cela, ses attentes augmentent et elle veut le connaître personnellement. Li-Han appelle son professeur, perdu dans ses pensées. De retour à la réalité, Garcia ne pouvait pas tout révéler. Elle explique que Li-Han possède beaucoup de mana. Mais pour Li-Han, cette raison n'a pas de sens car n'importe qui peut augmenter ses réserves de mana par l'entraînement. Cependant, ce n'est pas juste une question de quantité. Pour Garcia, le mana de Li-Han est au-delà de ses mesures. Dans ce monde, le mana de base est un talent. Cela facilite la vie d'un mage. En entendant cela, le protagoniste est ravi de son talent incroyable, mais il est surtout heureux de savoir que cela facilitera sa vie. Garcia ne partage pas sa joie et exprime sa pitié. Confus, la protagoniste demande pourquoi elle ne semble pas heureuse. Elle explique ensuite qu'il y a un problème avec avoir trop de mana. Tout comme il est facile de contrôler l'eau dans une tasse, le mana est plus facile à contrôler lorsqu'il est en petite quantité. Cependant, comme un océan, la quantité de mana que possède Li-Han serait presque impossible à contrôler. Li-Han est choqué par les mots de ses professeurs. Donc, la chose la plus essentielle pour un mage est avec quoi il luttera le plus. L'idée d'avoir de grandes difficultés à contrôler son mana le laisse désespéré. Cependant, Garcia lui donne un étrange bracelet. Elle explique que le bracelet absorbera son mana pour l'aider, le rendant à nouveau excité, mais son bonheur est court quand elle dit que ce ne sera pas si simple. Elle lui dit qu'il doit pratiquer constamment l'utilisation du mana pour éviter les problèmes, lui donnant la permission de pratiquer seul plus tard avec les deux autres. Il continue de lamenter les difficultés qu'il sera confronté. Il demande aux deux s'ils ont déjà décidé quelles matières ils vont suivre. Yoner est sûr qu'elle prendra l'alchimie et demande même si les autres veulent se joindre à elle. Gainando se moque de son choix et dit même que c'est un chemin de vos serviteurs. Cette remarque irrite un an et elle se précipite vers le prince. Voyant sa fureur, le protagoniste observe. Elle interpelle Gainando, qui regarde en arrière sans souci. Avec un coup de poing, elle l'envoie voler et lui dit de ne pas chercher de potion pour se soigner. Pendant ce temps, Lee observa simplement la technique de Yoner et conclut que c'était un coup bien mérité. Plus tard, en marchant, un protagoniste demande à Yoner si elle n'a pas exagéré avec ce coup de poing. Mais en voyant la réaction de Yoner, il réalise qu'il est normal pour elle de frapper ainsi. Changeant de sujet, ils ont observé les élèves d'une autre tour à proximité. Ces étudiants appartiennent à la tour Turbo Noir et fixent Li-Han. Dans cette tour, les civils réagissent souvent avec peur ou mécontentement face à un noble. Mais ces élèves montrent de l'hostilité. Quand Li-Han décide qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer, ils arrivent tous sur la pelouse de l'académie pour leur prochaine leçon. Une voix inconnue demande si tout le monde est arrivé. Liam pense que ce sera un autre enseignant d'une race très différente qui donne une leçon, mais il est déçu de voir que ce n'est qu'un simple nain. Son nom est Euregalum Jumdar. Euregalum commence en disant qu'il sait que tout le monde se demande pourquoi ils sont à l'extérieur des bâtiments de l'académie, sans table ni chaise. Ardnar répond volontairement.
Elle répond qu'ils sont là pour ressentir l'homme de la nature. Encore une fois, Ardnar est gêné de répondre mal. Le propriétaire demande à Li-Han s'il sait pourquoi ils sont là. Il dit sans préoccupation que c'est juste un endroit pour rassembler des matériaux. Sa réponse est correcte, étonnamment. Le professeur Yuri Golem sourit à la réponse de Li-Han. Ardnar, d'autre part, regarde le protagoniste avec un regard envieux. Cela inquiète Li-Han quant à la possibilité d'un rival. Greg Olin attire l'attention et explique ce qui est essentiel pour l'alchimie. On sait que l'alchimie 1 nécessite du talent et un bon contrôle, mais le professeur dit que la réalité est différente. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est l'acquisition de matériaux. Yoner, qui est la plus excitée par la leçon, a ses attentes brisées en un instant. Ardnar dit que c'est une exagération que quelque chose comme ça soit une compétence fondamentale de l'alchimie lorsqu'on peut cultiver ou acheter les matériaux. Certains étudiants se demandent si cela est vraiment si important pour l'alchimie. Entendant cela, votre Régol se met en colère et dit que tout le monde est épais parce qu'ils ne connaissent même pas les bases. Rigolom explique ensuite à tout le monde que seulement 10% des matériaux peuvent être cultivés personnellement, tandis que les herbes médicinales des aventuriers sont souvent inutiles à cause des mauvaises méthodes de collecte. Il est même scandaleux que des produits aussi sensibles que les herbes médicinales reçoivent un traitement si brutal. Mais il conclut que c'est essentiel pour un alchimiste de savoir les collecter. Fatigué d'expliquer, le professeur Yuri Golem fait apparaître des papiers entre les mains de ses étudiants. Sur ce papier, il y a un dessin du matériel à collecter. Ainsi commencent les leçons pratiques d'alchimie. Li-Han, avec Yoner, discutaient des herbes dont ils doivent collecter. Cependant, Li-Han est assez dérangé par le fait qu'ils aient à rechercher ces herbes dans cette forêt, ce qui semble très dangereux. Considérant qu'il serait risqué de rester en paire, le propriétaire suggère de trouver quelqu'un d'autre pour les rejoindre dans leurs recherches. Et comme il voulait quelqu'un de la même tour qu'eux, le protagoniste suggère d'inviter la princesse Ardenhart. La propriétaire doute qu'elle voudrait les rejoindre, mais Li-Han croit que puisque tout le monde veut la même chose, ils pourraient s'unir. Malheureusement, il est trop tard pour ça. Tous les nobles ont déjà formé des équipes sans qu'ils le remarquent. Même les élèves de la tour des Tortues Noires, qui évitaient le protagoniste, se sont rejoints à elle. Cela rend même Li-Han un peu envieux. Mais contrairement à lui, Princesse Ardenhart est connue pour son intelligence et son talent, ce qui l'a fait une célébrité en dehors de l'académie, l'opposé total de Ganando, qui n'a pas de renommée de prince. Maintenant, il n'y a pas de nobles avec lesquels ils puissent s'associer, donc leur seule option sont les élèves de la tour des Tortues Noires. Même sachant qu'il ne l'aime pas, le protagoniste ne voit autre choix que de s'approcher de l'un d'eux. Puis quelqu'un attire son attention. Cette personne a un symbole étrange sur sa taille, avec une peau foncée et des oreilles pointues. Cette fille est un elfe sombre. Son nom est Nilia et elle venait du nord de l'Empire. Elle faisait partie d'un groupe composé de chasseurs et d'explorateurs. Nilia observait attentivement l'image de l'herbe. Elle affirme que ce ne sera pas difficile pour elle et y voit une occasion de se démarquer parmi les étudiants talentueux. Mais quelqu'un s'approche, attirant son attention. Ce sont Yoner et Li-Han qui se présentent à elle. Seulement en reconnaissant Yoner, Nilia demande ce qu'ils veulent de lui. De manière directe, les deux demandent si Nilia veut se joindre à eux. Cela la rend encore plus confuse. Pour elle, tous les nobles sont pareils. Snob et insatisfait, malgré les bons traitements. Mais Li-Han pense qu'il est plus dangereux de chercher seul si un monstre apparaît. Milia avait nié avoir besoin d'aide, poussant Li-Han à se demander pourquoi. Et avec ça, Li-Han déduit qu'elle pense probablement qu'ils veulent l'utiliser comme appât. Milia essaie de dire à nouveau qu'elle va seule, mais le protagoniste la coupe. Il soutient qu'elle ne connaît pas les dangers de cette forêt, et qu'elle ne pourra pas transporter l'herbe seule, même si elle la trouve. Il conclut en disant qu'il serait stupide de faire cela, ce qui la rend encore plus embarrassée. Il continue de la taquiner, la fait finalement donner. Yoner, voyant toutes ces manipulations, se demande ce que la famille de la garde enseigne à ses enfants. Donc s'ils se dirigent dans la forêt à la recherche de l'herbe dont ils ont besoin, Milia prend la tête, sautant de branche en branche tandis que j'ai une montre de 2 par derrière. La propriétaire est impressionnée par ses compétences de chasse, tandis que Li-Han commente que ses muscles sont bien développés et que ses mains ressemblent à celles de quelqu'un utilisant souvent un arc et une flèche. Elle regarde alors le protagoniste avec une certaine étrange dans ses yeux. Pour elle, Li-Han a une aura étrange, comme s'il pouvait dire ce que les autres pensaient. Mais ses pensées sont interrompues quand il dit qu'il ne savait qu'elle est chasseuse parce qu'elle a le symbole de patrouille ombre sur sa taille. Les deux, j'ai réalisé qu'elle écoutait leur conversation et ils lui ont donc demandé de les attendre pour qu'ils puissent aller ensemble. Melia prétend être autonome et nie avoir besoin d'aide. Li-Han soutient que seul le propriétaire peut identifier les herbes car elle a de l'expérience avec la plante. Devenant de plus en plus agacée par Li-Han, Melia demande quel serait son rôle dans le groupe puisqu'elle est la guide. Êtes-vous la seule personne qui peut identifier l'herbe puisqu'elle a déjà de l'expérience avec la plante? Devenant de plus en plus ennuyeux avec Li-Han, Nilia demande quel serait son rôle dans le groupe puisqu'elle est la guide et Yoner est celui qui identifiera l'herbe. Sachant que Nilia ne serait pas heureuse d'entendre qu'il veut juste suivre, Li-Han a donné l'excuse qu'il était là pour les protéger. Nilia, en observant son physique, déduit que Li-Han vient d'une famille de chevaliers et demande ensuite pourquoi il est dans la tour bleue s'il vient d'une famille de chevaliers,
mais Li-Han répond en disant qu'il vient de la famille de la protection, comme tout le monde autre. Amelia réagit avec choc lorsqu'elle apprend cela. Elle crie même le nom de directeur comme étonnée. Sa réaction est celle de quelqu'un qui vient d'entendre le nom d'un monstre terrifiant, ce qui fait inquiéter même Li-Han de quel genre de rumeurs existent sur sa famille. Yoner explique ensuite que parmi les familles nobles, le directeur et les rumeurs les plus bizarres circulent à leur sujet. Cela rend Li-Han curieux de savoir ce que sont ces rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, et certains d'entre eux affirment que le patriarche est un dragon qui, lors de l'incident de la fureur des morts-vivants, brûle tous les morts-vivants avec ses flammes. D'autres disent moins que la famille a des contrats avec des esprits ancestraux. C'est pourquoi ils possèdent un grand talent de magie, mais au prix de perdre leurs émotions. Il y a même un qui dit que la famille est impitoyable, parce qu'un mage de la famille Wardenas a aniqué une ville lors d'une rébellion. Après avoir entendu tout cela, Li-Han a finalement compris pourquoi tout le monde le regarda comme s'il voyait un monstre. Although other mage families were involved in major incidents, Li-Han wonders why only his family is targeted by these rumors. Nilia, qui le surveillait tout le temps, change son impression de lui. Elle le voit enfin comme une personne normale et non comme un monstre sans cœur. Puis elle lui dit d'arrêter de pleurer à cause de ces rumeurs et de revenir à la recherche de l'herbe. The search continues with Yoner and Li-Han on the ground and Nilia moving through the treetops like Tarzan. Nilia spots something that catches her attention and informs the others. She asks them to check what she's found, shallow prints of something large. Elle devient curieuse de ce que cela pourrait être, mais auparavant, malgré l'essai d'être polie, elle ne semble pas du tout intéressée à vapeur cette réaction. Milia se sent étrange d'être la seule à aimer ces choses. Cependant, Li-Han semble également intéressé à savoir ce qu'il s'agit. Cela surprend Nilia, la rendant plutôt heureuse. She asks Li-Han if he really finds it interesting, and he quickly responds affirmatively. Pour elle, c'est très étrange pour quelqu'un d'une famille noble d'être fasciné par la faune. Embarrassed, Nilia ends the conversation, advising caution when encountering such things, especially in this forest where it's hard to know what resides. Il y a diverses rumeurs sur différents types de monstres dans la forêt de l'Académie. Puisque la rivière est recouverte de mana, les monstres y sont toujours présents. Même des monstres créés artificiellement peuvent être trouvés. À partir de ce point, il décide de changer de trajet et de suivre les empreintes pour éviter une embuscade. Li-Han demande à Nilia de lui apprendre à marcher dans la forêt. Nilia doute que Li-Han puisse apprendre, mais il insiste et dit qu'il ferait de son mieux. En voyant sa persévérance, Nilia se retourna pour parler avec un sourire sur son visage. Elle le défie de voir jusqu'à quel point il peut aller, alors ils repartent à la recherche de l'herbe. Les trois marchent à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin l'herbe. Malheureusement, il n'y a que 2 herbes ici. Le propriétaire suggère d'aller ailleurs, mais les autres restent silencieux et regardent derrière elle. Yona regarde aussi et est immédiatement surpris. Une créature s'approche d'eux. C'est un sanglier géant qui se dirige. Le sanglier les regarde avec fermeté. Li-Han les avertit que ce n'est pas un ennuyeux ordinaire. Le sanglier suppose qu'une attaque se tient vers eux sans arme. Li-Han tire sa baguette magique comme arme. Dans ce monde, la baguette peut être modifiée sa taille chaque fois que l'utilisateur le souhaite, et donc Li-Han la transforme en lance. Nilia est impressionnée et se souvient de la famille. Il vient de Wardmaz, la famille de grands mages, qui apprennent probablement la magie avant même d'aller à l'école. Sentant confiance, Li-Han se prépare à faire face à la créature, mais Milia lui dit que si cela ne fonctionne pas, vous devriez courir, car elle distraira la créature pour que les 2 autres puissent s'échapper. Le propriétaire et Li-Han sont émouvés par l'altruiste de Nilia, mais elle, gênée, répond qu'elle est la seule capable de le faire parmi eux. Li-Han la remercie, et le sanglier s'attaque furieusement vers sa direction. Pour Nilia, il semble que Li-Han soit sur le point d'utiliser de la magie pour vaincre la planche. Li-Han s'est préparé à s'appuyer sur sa baguette de lance. L'ennemi revient à quand Li-Han avait 10 ans, à laquelle il a été appris l'importance d'utiliser divers types d'armes pour gérer différentes situations. Car ce n'est qu'ainsi qu'une personne peut traverser le processus d'illumination et devenir capable d'injecter du mana dans son arme, créant ainsi une aura. Cependant, seuls quelques-uns ont réussi à atteindre ce niveau. Li-Han, qui recevait toute cette formation sur l'aura, n'a pas vu le sens d'apprendre à l'utiliser. En tant que seul à devenir mage, il a dit à Arla Long qu'il n'avait aucune raison de s'entraîner, mais Arla a complètement mal compris les mots de Li-Han. Ce malentendu ne l'a seulement incité à former Li-Han pour devenir un utilisateur d'aura. À l'heure actuelle, nous avons vu Li-Han charger en avant avec sa baguette. Il le met dans la bouche du sanglier. Les 2 autres sont surpris par son action inattendue. Le sanglier monte douloureusement puis tombe mort au sol. Les 2 ont été encore plus choqués par ce qu'ils venèrent de témoigner. Ils espéraient qu'il utiliserait la magie pour tuer le sanglier, pas sa baguette comme une arme. Bien que cela ne le paraisse pas, la baguette est très durable et peut être utilisée en combat physique. Cependant, il aurait été impossible de tuer un sanglier seulement avec cela, puis il s'est transformé en monstre. La seule raison pour laquelle le protagoniste a pu tuer le sanglier est qu'il a inconsciemment utilisé le mana par instinct de survie. Li Jam a utilisé quelque chose de ressemblant à une aura. Ensuite, il vérifie que le sanglier est bien mort. Nilia sort la baguette de la bouche du sanglier et la rend à Li.
Han Yoner est toujours au sol, se remettant du choc et se demandant s'il est normal qu'une classe soit aussi dangereuse. Soudain, les trois entendent des cris au loin. Ils supposent immédiatement que d'autres étudiants sont dans une situation similaire. Les trois se dirigèrent vers l'origine des cris. À leur arrivée, Nilia évalue immédiatement la situation. En bas de la falaise, des élèves affrontent le même défi. Comme il y a plusieurs étudiants ensemble, le protagoniste propose de simplement observer. Un élève décide d'affronter la créature. Cet étudiant est Ashton Dalcard. Yoner fut le premier à le reconnaître. Dalcard appartient à une famille aristocratique très célèbre, presque comme le premier ministre de l'Empire. En raison de cela, Li Han croit qu'il pourrait gérer un sanglier devant la princesse, car son chevalier semble confiant. Il crie au sanglier, affirmant qu'il prédira ses mouvements. Le sanglier se déplace vers une montagne alors qu'il s'échappe. Voyant une opportunité, Ashton frappe le sanglier. Le coup est inefficace, provoquant une légère blessure et rendant le sanglier encore plus en colère. Le sanglier lance alors un coup de pied puissant en voyant Ashton voler. Ensuite, il se tourne vers les autres élèves, mais quelqu'un avance pour les protéger. C'est la princesse qui prend les devants pour défendre tout le monde. Nilia est impressionnée par son courage, tandis que Yoner demande si Li Han fera quelque chose. Li Han reste silencieux, juste en observant. Le sanglier avance lentement pour la princesse. Ardenhart commence à réfléchir à quoi faire. Tenir sa baguette, elle se prépare à affronter le sanglier. Mais avant qu'elle n'agisse, le sanglier est attaqué de derrière. Perdue, elle observe et ne comprend pas. Le sanglier s'effondre inconscient. Derrière se trouve Li Han, reconnaissant de ne pas avoir été remarqué avant l'attaque. Avec Nilia, elle explique que s'approcher d'un ennemi contre le vent est crucial. Arnar le regarde et le reconnaît à nouveau. Elle le remercie, et Li Han répond pareillement. Nilia observe leur conversation et demande pourquoi ils sont si formels les uns avec les autres, même s'ils sont des étudiants de la même année. Arnar promet de lui rendre son aide, et Li Han lui demande immédiatement une faveur, lui demandant de déclarer sa demande. Arnar se sent nerveux à propos de ce qu'il pourrait demander. Li Han lui demande quelle classe offrirait le chemin le plus simple pour réussir à l'école. Arnar est déçu de Li Han, ne croyant pas qu'un Wardenaz cherche la facilité et pense qu'il veut la provoquer. Mais Li Han, souriant innocemment, continue de demander la méthode la plus simple. Alors, quelqu'un crie depuis la forêt, prétendant avoir les réponses, ce qui rend Li Han nerveux, comme s'il savait ce qui vient. Il semble avoir été dans une situation similaire dans sa vie passée. Une sensation inconfortable mais très familière le saisit. Derrière lui, quelqu'un appelle son nom de famille. C'est son professeur qui répond à la question de Li Hands, disant que la classe d'alchimie est là où il trouvera la facilité qu'il cherchait. Voyant une incroyable ressemblance entre le professeur d'alchimie et son passé comme des enseignants, Li Han est choqué. Cependant, il se calme rapidement, disant qu'il sait déjà comment gérer de telles situations. Avec un faux sourire sur son visage, il répond en disant que quelque chose comme ça ne peut être qu'avec passion et amour. Uri Golem dit qu'il attendait cette réponse. Il l'aidera donc à trouver sa passion et son amour. Les autres élèves, ainsi que tout le personnel, sont impressionnés que Li Han ait attiré l'attention d'un autre professeur, tandis qu'Uri Golem les observe. Après évaluation, Uri décide de clore la leçon. Il exprime toutefois son insatisfaction que seuls 2 groupes aient rencontré le sanglier. Il explique aux élèves que son intention n'était pas seulement pour eux de rechercher des herbes. Son but était de préparer chacun à des situations potentielles lors de la collecte d'herbes. Selon lui, un alchimiste doit être prêt à divers scénarios. Son explication met tout le monde en colère. Yoner demande s'il avait vraiment besoin de l'herbe recherchée, étant donné la difficulté pour en trouver seulement 2. Leur golem, impressionné que les 3 aient réussi, sourit et les félicite pour leur talent, déclarant qu'ils ont réussi sa classe. Enfin, il dit à Li Han qu'il vaut mieux rester dans sa classe. Cela laisse Li Han se sentir pessimiste, pensant qu'il a des ennuis à partir de maintenant. Li Han a menti ouvertement, disant qu'il avait toujours voulu apprendre l'alchimie. En entendant cela, Erregolum a l'impression que Li Han est beaucoup plus mature qu'il ne devrait être. Il lui dit ensuite que vous lui donnerez un privilège spécial pour avoir tué le sanglier et trouvé les herbes. Le privilège est que Li Han et les 2 autres peuvent utiliser sa cabane dans la forêt quand ils le veulent. Li Han imagine que son professeur voulait qu'il fasse les tâches ménagères. Erregolum remarque le malentendu et promet de mieux expliquer. Selon Erregolum, le plus grand défi pour les nouveaux de l'académie est la variété alimentaire. Même si Li Han n'est pas encore dérangé, il finira par l'être. Li Han commence à réfléchir sur les options alimentaires limitées. C'est un désagrément important pour les nobles de la Tour Bleue Uregalam, dit alors que sa cabane contient toutes sortes d'ingrédients et d'épices. Après avoir entendu cela, Li Han déduit immédiatement ce que voulait dire son professeur. Dans son esprit, il croit être invité à profiter d'un buffet quand il le veut. Cela l'incite grandement à suivre le cours d'alchimie, plaisant encore plus à Uregalam. Mais contrairement aux protagonistes, les autres étudiants ne sont pas du tout satisfaits de sa décision d'un professeur de libérer un sanglier pour les attaquer. Pendant ce temps, Li Han n'est plus surpris par rien qui pourrait arriver à cette école. En ce moment, il ne se soucie que d'une seule chose.
Le temps passe, et maintenant nous voyons une cabane dans la forêt avec une belle rivière à côté. Nous les voyons trois ensemble transporter le sanglier à la cabane. À son arrivée à la cabine, Lee-Han se détend et se sentait soulagé. Maintenant, son objectif est de boucher le sanglier géant. Le propriétaire l'appelle, voulant dire quelque chose d'important. Malgré son air mal à l'aise, elle demande si elle peut l'aider à couper le sanglier. En échange de son aide, elle veut obtenir une part de la viande. Melia doute des compétences des nobles pour boucher la viande. Lee-Han l'appelle par son nom, avec un regard sérieux, et lui demande si elle ne veut pas manger de viande. Elle réagit immédiatement avec la même expression sérieuse que les deux autres. Elle ferme les yeux pour réfléchir à ses actions. Finalement, elle décide de les aider en échange de viande. Lee-Han réfléchit ensuite à comment ils pourront l'aider à boucher le sanglier. Peu après, Uregalom revient avec l'équipement nécessaire. Ils commencent alors le processus de bouchage. Melia regarde Lee-Han couper le sanglier, remarquant qu'il va bien. Elle se demande si c'est normal que certains nobles sachent comment faire cela. Le temps passe et ils finissent de couper et de séparer les morceaux essentiels de viande. Quant aux intestins, ils décident de les utiliser pour fabriquer des saucisses. Lee-Han choisit de fumer la viande pour la conserver longtemps. Uregalim observe et est impressionné car selon ses connaissances, même dans le froid, la viande se gâte, donc fumer est la meilleure méthode. Uregalim estime de plus en plus les compétences de Lee-Han, mais ses pensées sont interrompues par son estomac qui grogne de faim. En entendant ce bruit, le protagoniste lui demande s'il a faim. Lee-Han commence alors à cuisiner la viande qu'il a coupée. Uregalim apporte ensuite des ingrédients de sa cabine. Ils préparent la table pour le repas et se servent de toute la nourriture. Uregalim se fait un sandwich avec du pain et 2 morceaux de viande. Nilia et Yoner mélangent la viande avec du pain et de la confiture de la cabine. Tous apprécient la nourriture, surtout la confiture douce avec la viande. Lee-Han exprime sa gratitude pour cette expérience. Ils terminent leur repas en étant pleinement satisfaits. Bien qu'ils mangent beaucoup, il reste encore beaucoup de viande. Maintenant, Yoner et Lee-Han doivent véritablement réfléchir à ce qu'ils feront des restes de viande. En étant incertains, ils demeurent silencieux durant leurs pensées. Nilia leur propose de partager la viande avec les autres élèves. À cette suggestion, les deux trouvent leur direction. Ils ignorent toutefois la suggestion de Nilia et discutent de vendre la viande aux étudiants. Ils projettent de vendre la viande aux nobles affiliés à la tour du Dragon Bleu. Nilia est choquée par leur cupidité en entendant cela. Elle ne le sait pas encore, mais la mélodie d'un fort désir de gagner beaucoup d'argent pour leurs plans futurs. Toujours sceptique, elle demande s'ils prévoient vraiment tout vendre pour de l'argent. Les deux lui demandent si elle veut rejoindre eux, mais elle dit qu'elle ne fera pas sa part à ses amis. Pour eux, il n'a aucun sens de donner ce qui pourrait être vendu pour profit. Uregalum rit tout en regardant les trois se disputer. Pour lui, les trois sont très talentueux, mais peuvent également être assez gênants. Assis sous un arbre, l'Uregalum sourit au ciel. Son plaisir est de voir ses jours devenir bien plus animés désormais. Le temps s'écoule et nous voici de retour à la tour du Dragon Bleu. Une odeur particulière imprègne la zone. Les élèves qui passent captent l'arôme. Il provient de viande rôtie. Des gens font griller de la viande près de la tour des nobles. C'est Yoner et Lee-Han, souriant, demandant aux autres s'ils ont faim. Les nobles, intrigues et un peu perdus, s'enquistent auprès des deux garçons sur ce qui se passe. Lee-Han ne répond pas immédiatement, mais les invite à s'asseoir, promettant de les servir. Cette proposition excite les nobles et rameute leur appétit. Ce ne sera cependant pas gratuit, chaque personne devra donner 2 pièces d'argent. Tout le monde applaudit joyeusement, criant un protagoniste et le nom de famille de l'un. Yoner, avec Lee-Han, est heureux d'avoir vendu autant de nourriture à un prix élevé. Les deux échangèrent un sourire coquin, satisfaits de leur profit des nobles. Gainando entend des bruits dehors et, mourant de faim, sort de la tour. Il trouve une pile de viande devant lui. Lee-Han le remarque, le salue et lui dit de manger. Le prince s'assoit pour manger, mais avant de toucher la viande, Lee-Han entre et demande une pièce d'argent. Gainando se demande si Lee-Han est sérieux et dit qu'il n'a pas d'argent. Le protagoniste sort un contrat de prêt de sa poche, disant à Gainando que ce ne sera pas un problème pour payer son repas. Gainando, nerveux, signe le contrat en criant avec émotion, croyant que Lee-Han est trop gentil. Il pleure de joie, pensant avoir trouvé un grand ami. Yoner et Lee-Han sourient en le regardant manger, satisfaits. Ainsi se termine la journée pour tout le monde. Le lendemain, les élèves doivent aller à leur prochaine classe. Tout le monde se dirige vers la classe. La prochaine classe concerne l'éducation de base à la personnalité pour la magie, mais 2 nobles. On se demande si une telle classe est vraiment nécessaire pour des nobles comme eux, et même fait rire Lee-Han du niveau d'arrogance que ces nobles montrent. Ensuite, tout le monde va à leur bureau, puis une voix familière les salue. Le protagoniste reconnaît immédiatement cette voix. Il n'appartient qu'au liche fou du premier jour, mais maintenant il est un nouveau professeur. La première chose qu'il fait, c'est d'observer les élèves. Bien que cela ait pris un mois, tout le monde a trouvé de la nourriture.
Un noble aux cheveux bleus demande au directeur s'il s'attendait vraiment à ce que tout le monde trouve de la nourriture seul. En se plaignant davantage, le directeur le fait taire avec sa magie. Puis, avec un sourire moqueur, dit qu'il est heureux qu'ils aient compris. Il pense que la tour du dragon bleu se développe plus vite cette année. Habituellement, la tour des tortues noires est première et celle des tigres blancs deuxième. La tour du dragon bleu, habitée par des nobles, est généralement la plus lente. Le directeur est heureux de voir que les nobles s'en sortent bien. Cependant, il sait que tout cela est grâce à une seule personne. Tout se passe bien parce que Li-Han est là. Pour le directeur, Li-Han est différent des autres. Vous avez du mal à croire qu'il vient d'une famille aussi prestigieuse. Flexibilité et créativité sont essentielles pour être un bon mage, donc le directeur se heurte souvent aux nouveaux nobles élèves. Ainsi, le noble aux cheveux bleus demande le but de la leçon. Le directeur loue la question, mais avant de répondre, il demande à l'élève ce qu'il en pense. L'élève, ne sachant pas, écoute le directeur expliquer que c'est parce que l'empereur l'a chargé de la responsabilité des mages diplômés qui causent des problèmes à l'Empire. La réponse laisse les élèves incrédules. En colère, le directeur commande que les élèves âgés causent de nombreux problèmes en dehors de l'académie et qu'il a dû assumer la responsabilité de leurs erreurs. Dans un ton furieux et menaçant, le directeur demande si les élèves comprennent l'importance de la leçon. Poursuivant son discours, il dit qu'aucun mage n'est différent et que tout peut causer des problèmes à l'avenir, et il invite donc tous les élèves à lire la même page du livre ensemble. Il fait lire tout le monde à haute voix pour ne pas nuire aux autres. Toujours insatisfait, il leur dit de parler plus fort. Tout le monde crie en chœur pour ne pas nuire aux autres. Leurs cris se font entendre à l'extérieur de l'école. Le directeur conclut en espérant qu'ils deviennent tous plus gentils avec cet exercice. Maintenant, demandant que 2 étudiants l'aident dans le prochain exercice de tous les étudiants, évite le contact visuel. Le directeur les menace en disant que tout le monde souffrira davantage si personne ne se volontaire. Li-Han prend alors l'initiative, pensant que cela pourrait lui apporter des avantages. Le directeur réagit avec un ton léger de surprise et un sourire malveillant sur son visage. Il semble heureux que le protagoniste se soit offert volontairement, mais le faux sourire que le protagoniste dit est un honneur pour lui d'aider son professeur. Mais le directeur voit à travers sa fausse et dit qu'il déteste entendre les mensonges. Cependant, il lui pardonne d'être une personne d'action. Ganando, qui était à côté de lui, a demandé s'il était fou de vouloir aider le directeur, car personne ne savait ce qui pourrait se passer lorsqu'il s'est impliqué avec lui. Un autre élève s'approche et dit à Ganando que le protagoniste se sacrifie pour les autres sans réfléchir. Le prince croit soigneusement ses paroles, puis gagne. Ando envisage d'accompagner son cher ami, mais il a peur qu'il ne puisse même pas se lever. Cependant, Ashton Dalker prend l'initiative et se porte volontaire pour aider le directeur. Le directeur l'a immédiatement reconnu lui et sa famille. Li-Han regarda Shane et se demanda s'il avait la même idée de gagner des avantages du directeur. Ashton ajusta ensuite ses lunettes comme s'il essayait d'être cool. En retournant, il dit à Li-Han qu'il va maintenant le rembourser pour l'aide en classe d'alchimie, mais Li-Han dit que ce n'est pas nécessaire. Ashton répond que pour les Dalkers, chaque dette doit être remboursée dans le respect de la tradition familiale. Soudainement, le directeur interrompt la conversation en commentant qu'il avait besoin de leur aide immédiatement. Il commence ensuite à leur donner leurs tâches tout en utilisant la magie pour flotter quelques papiers aux deux. Leur tâche est de copier toutes les règles de sécurité pour la prochaine classe. Le temps passe et il est maintenant soir. Nous entendons à plusieurs reprises quelqu'un dire qu'il ne lui pardonnerait pas. Cette personne est Ashton, qui est extrêmement furieuse contre le directeur. Ses yeux brûlent pratiquement de colère parce que le directeur lui a donné une tâche qui aurait pu être facilement effectuée avec la magie. À côté de lui, il y a Li-Han, qui est inquiet de la colère d'Ishin contre Li-Han. Le directeur les a mis dans cette situation pour les encourager à essayer d'utiliser la magie comme moyen de gérer la tâche. Cependant, il ne peut pas comprendre comment ils pouvaient le faire, étant donné qu'ils ne sont même pas capables d'utiliser la magie la plus élémentaire. Alors il se leva de son bureau, tenant un petit espoir que le directeur pourrait leur laisser une sorte d'indice. Ashton remarque que le protagoniste va au bureau du directeur et demande ce qu'il fait. Li-Han répond, disant qu'il va vérifier le bureau du directeur pour des conseils ou une aide. En plus, personne n'a dit que c'était faux, donc cela ne pouvait pas être considéré comme un vol. Au début, Ashton est laissé sans voix par sa réponse. Puis il conclut que dans certaines situations, le vol n'est pas mal, alors les deux commencent à chercher les affaires du directeur. Li-Han est le premier à remarquer une anomalie. Une étrange lumière verte émane d'un tiroir. Il appelle Ashton, disant qu'il sent du mana. Ils examinent tous deux le tiroir avec hésitation, mais Eshan prend l'initiative et l'ouvre. À l'intérieur, un crâne ressemblant à celui du directeur apparaît, les surprenant. Li-Han l'identifie immédiatement comme une illusion magique. L'illusion commence alors à leur parler, comme si elle connaissait déjà leurs intentions. Mais avant de répondre, l'illusion les nargue, disant qu'ils seraient pathétiques s'ils ne pouvaient comprendre ce qu'ils devaient faire. Après la moquerie, l'illusion leur donne le premier cercle magique de contrôle de base. Puis il disparaît. Le corps de Eshan tremble en réalisant les intentions du directeur. Plus furieux que jamais, il crie frustré à propos des méthodes d'enseignement du directeur. Adrian envisage d'aller au directeur avec Li-Han pour se plaindre. Mais à sa surprise, Li-Han semble intéressé à comprendre ce que le directeur veut qu'il fasse.
Ashton l'appelle traître pour avoir fait ce que le directeur veut. Lee-Han soutient que se plaindre d'un directeur fou ne mènera à rien. Cela convainc Ashton, qui admet que leurs chances de succès sont très faibles. Les deux commencent alors à pratiquer la magie. Ils utilisent cette magie avec force de volonté, suivant précisément l'incantation et les mouvements requis. Seulement alors ils pourront réussir à exécuter la magie. Après beaucoup d'entraînement, Ashton épuise son mana. Lee-Han réfléchit à la difficulté d'exécuter les mouvements nécessaires pour l'incantation. À son avis, aligner ses mouvements avec le mana revient à jongler sur un monocycle. Il se calme, se concentre sur la magie et pense aux défis passés. Son esprit serein, il commence les mouvements magiques avec détermination. Bouger, la magie coule dans la plume. La plume commence à bouger. Puis la plume commence à voler devant lui. Cela le rend content du résultat, et si Shan est à nouveau surpris par lui maintenant, il essaie de faire bouger la plume vers la droite. Mais ça va mal, et la plume vole rapidement vers la fenêtre, la cassant. Ne comprenant pas, Lee-Han est surpris par ce qui s'est passé. La plume volait tellement fort qu'elle ne s'arrêtait que lorsqu'elle frappait un arbre. Le temps passe, et maintenant Lee-Han a deux problèmes avec cette magie. Pour réussir avec cette orthographe, il faut non seulement compléter le sort, mais aussi continuer à canaliser le sort. Heureusement, canaliser le sort n'est pas trop difficile pour lui. Donc le protagoniste essaie à nouveau. Il reste concentré et finit par contrôler la plume lentement. Mais soudainement, le directeur apparaît dans la pièce disant qu'il terminera le travail avec sa magie. Cette distraction fait perdre à nouveau le contrôle de Lee-Han sur la plume. La plume commence à voler incontrôlablement autour de la pièce jusqu'à ce qu'elle se dirige directement vers le directeur. Ça le frappe directement sur la tête. Lee-Han est horrifié, réalisant qu'il vient d'attaquer le directeur. D'autre part, Ashton pense que ce que Lee-Han a fait est vraiment cool. Quand la perspective se déplace vers le directeur, nous voyons que la plume se froisse en le touchant. Le directeur, voyant tout cela, loue Lee-Han pour avoir dépassé ses attentes à nouveau. Et pourtant, le directeur ne se souciait même pas de ce qui s'est passé. Voyant le directeur de bonne humeur, Lee-Han en profite pour lui demander des conseils sur le contrôle des objets. Le directeur réalise que bien que le protagoniste ait terminé le sort, il a du mal avec le contrôle des objets. Il explique que tous les élèves rencontrent cette difficulté, et en entendant cela, le protagoniste se rassure, pensant que ce n'est pas un problème lié à son mana. Mais le directeur dit alors que tout était faux et que l'exécution du sort est difficile. Il ajoute que le contrôle des objets est difficile pour les personnes spéciales, et que si Lee-Han veut le résoudre, il doit le faire seul. Extrêmement irrité par la réponse, Lee-Han le remercie avec un sourire forcé. Cependant, cette attitude agace le directeur, le rendant gênant de sa moque du protagoniste. Il affirme que si c'était l'autre garçon, il serait bien plus amusé. Il enveloppe ensuite ses deux magies, tout en disant à Lee-Han que sa connaissance de la magie grandira à mesure qu'il l'utilise. Il termine en leur dit tous les deux d'aller manger à téléportage à la cafétéria. Lee-Han est surpris par la téléportation, mais il reprend vite ses esprits et atterrit avec élégance. Quand il se lève, le protagoniste se plaint que le directeur ne l'a jamais utilisé quand cela était nécessaire, mais l'a fait pour les envoyer maintenant. En regardant autour, Lee-Han réalise qu'il est le seul à avoir été envoyé. Il n'y a personne d'autre autour de lui. Il se dirige ensuite vers la table pour manger encore du pain avec du riz. Cependant, il a un peu de viande stockée. Pendant qu'il mange, la princesse Ardinar approche et le salue. Cela surprend Lee-Han, car il ne s'attendait pas à trouver la princesse là. Avec politesse, il se lève et demande ce qui amène la princesse ici. Elle lui remet ensuite une feuille contenant les informations demandées. Cela rend Lee-Han reconnaissante et il la remercie. En ouvrant le document, quelque chose attire son attention. Ce qu'elle lui a donné, ce sont les détails des cours populaires, pas ceux faciles pour obtenir des bonnes notes. Une surprise. Même le cours d'alchimie a été classé comme l'un des cours populaires. Il explique à la princesse qu'il cherche des cours qui facilitent l'obtention de notes élevées. Cela la laisse confuse, ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors il commence à expliquer que les cours populaires sont en fait les plus difficiles, car ils sont compétitifs, et ce n'est pas ce qu'il veut. Après cette explication, elle comprend enfin ce qu'il cherche. À son déploration, un membre de la famille Wardenas cherche des raccourcis au sein de l'école. Elle réalise que son impression de lui était complètement erronée. Soudainement, elle tend la main dans sa poche. Elle en sort exactement ce que voulait Lee-Han. L'expression de Lee-Han change complètement à celle de quelqu'un qui vient de recevoir un grand trésor. Sur le papier se trouvent 3 cours. Le premier est le maître d'épée de base, un sujet rarement étudié dans une école de magie. Le second est le combat magique de base qui n'attire pas les étudiants, car la plupart s'intéressent à la magie pour la recherche, et non au combat. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour le protagoniste qui veut seulement faciliter sa vie. Regardant déçu, la princesse s'éloigne après les remerciements de Lee-Han. Un autre jour passe. En marchant, le protagoniste limite que ses amis refusent de le rejoindre dans les classes impopulaires. Le premier à refuser était le Gainando qui n'avait aucune raison de suivre ses cours. Alors vous voulez refuser avec une excuse? Enfin, Ashton a été indigné par les choix du protagoniste. Malgré tout, le protagoniste accepte leur rejet, sachant que ces classes sont imprévisibles. Il sait que les enseignants sont généralement durs et ne se soucient pas de ce que vous faites après leurs cours, assignant souvent des tâches très épuisantes. Donc, il cherche un sujet où il n'a pas à s'inquiéter des leçons. Il approche de la classe et remarque quelque chose.
Curieusement, la classe de combat magique de base se tient au sous-sol de l'académie. Une sensation étrange que quelque chose ne va pas dans cet endroit persiste sur le protagoniste. Il existe un dicton selon lequel on ne devrait jamais entrer imprudemment dans la tour magique, car des enfants ont été piégés pendant une semaine. Quand il était enfant, le protagoniste a lu ces histoires mais pensait qu'elles étaient exagérées. Nous confirmons alors que les histoires étaient en effet exagérées et qu'en réalité, on ne survivra pas dans une telle situation. Cette Li-Han, effrayée quand elle était enfant, est avant tout la tour la plus terrifiante. Pour cette raison, aucun étudiant n'a jamais exploré l'académie, même s'ils sont très curieux. Malgré avoir peur, le protagoniste essaie de se convaincre d'entrer dans la pièce. Alors, soudainement, le directeur apparaît à côté de lui, demandant s'il prévoit d'entrer au premier niveau du sous-sol de l'académie. Le protagoniste est surpris par l'apparition soudaine du directeur, mais il retrouve son calme. Voyant cela comme une occasion, il salue le directeur poliment. Après cela, il demande si le directeur pouvait lui dire quelque chose avant d'entrer dans le sous-sol. Le directeur répond qu'il n'a rien à dire, mais ajoute qu'il placera une fleur sur la tombe de Li-Han si son corps est retrouvé. Empli de colère, le protagoniste maudit le directeur dans son esprit, tout en gardant un sourire. C'est l'attitude que l'académie attend de ses diplômés. N'établissant pas d'autre choix, le protagoniste décide de se risquer dans le sous-sol. En marchant dans le sous-sol, le protagoniste remarque que tout semble tout à fait normal. Cependant, la porte de sa classe semble extrêmement intimante. Une personne passe devant lui. C'est un élève qui semble être là aussi pour la classe. En voyant cela, le protagoniste se sent soulagé de ne pas être le seul à assister à cette classe. Malheureusement, les autres élèves s'étaient simplement trompés. En revenant par le même chemin, ils se demandent qui ferait ça volontairement. Le protagoniste, se sentant idiot, ouvre la porte et voit 3 élèves et une fille animale à côté d'un homme. Il entend l'elfe dire qu'il pense être dans la mauvaise classe. En allant vers son bureau, le protagoniste voit une sphère sur chaque bureau. Le professeur apparaît ensuite, demandant à tout le monde de s'asseoir. Personne ne l'avait remarqué jusqu'à ce qu'il parle. Il semble être un vampire. Son nom est Greg Sangranto et il est leur nouveau professeur. Greg Sangranto se présente calmement comme l'enseignant en charge de la classe. Dans un ton composé, le professeur Greg exprime son impatience d'enseigner à tout le monde. Il commence ensuite la leçon en expliquant que les orbes sur les bureaux sont un type de minéral sensible au mana appelé pierre d'esprit étoilée. Ces pierres émettent un pouvoir divin et sont capables de changer lorsqu'elles sont infusées avec le mana de quelqu'un. Le professeur demande donc à ses élèves d'injecter leur mana dans les orbes. Li-Han essaie, mais ne se sent pas confiant qu'il réussira. Tout le monde injecte son mana dans l'orbe, la faisant flotter. Li-Han se demande si la pierre est un artefact vu la facilité de l'exercice. Il remarque même qu'il y a des inscriptions sur les pierres faites par l'enseignant. Cependant, un étudiant derrière lui semble avoir du mal à contrôler la pierre. La pierre commence à voler incontrôlablement jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement haut. Le professeur Greg explique ensuite que les orbes sont contrôlés par les utilisateurs, mais sont également limités par lui pour éviter la destruction dans la classe. Les élèves soupirent, soulagés après avoir entendu cela. Cependant, l'orbe vole vers lui et le frappe dans l'estomac. Ensuite, Greg explique que les orbes ne sont pas limités à causer des dommages. Il les met en garde de ne pas endommager les orbes. Puis il ordonne à tout le monde de faire flotter les orbes à nouveau et de les déplacer en cercle. Même Li-Han éprouve des difficultés à manipuler son orbe. Un étudiant réussit à dessiner un cercle et annonce fièrement son succès au professeur. Cependant, Greg, impassible, lui demande simplement de le refaire pour le raccourcir. Cette réponse déçoit instantanément l'étudiant. Il se demande si toute la leçon sera qu'il fasse un bouge de sphère. Li-Han pose une question succincte sur la fin de l'exercice de dessin de cercle. Le professeur explique que cela se terminera lorsqu'ils réussiront l'exercice correctement. Satisfaits de la réponse, les étudiants demandent assez ingénieusement s'ils peuvent aller aux toilettes, ce que le professeur permet. Ainsi, certains étudiants utilisent cette excuse pour quitter la classe. Une autre étudiante, en se sentant mal, dit qu'elle veut également partir, mais s'évanouit et chute lourdement. Li-Han